sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je m'appelle Éléonore Dufaux, je suis chercheuse à l'IRIS, au programme Climat, Environnement et Sécurité, et à l'Observatoire Défense et Climat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Cotin pour évoquer les enjeux liés à la participation des armées à des opérations de lutte contre les feux de forêt. Bonjour colonel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Vous êtes chef d'état-major de l'état-major interarmée du territoire national métropolitain depuis l'été 2024. Au cours de votre carrière, vous avez effectué diverses missions, principalement en lien avec la sécurité civile, notamment au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, puis dans les structures de commandement de plusieurs unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Vous avez également travaillé au Centre de planification et de conduite des opérations, aussi appelé CPCO. Ensemble, durant les 30 prochaines minutes, nous évoquerons la participation des armées à la veille du risque incendie et à la lutte contre ce phénomène. Les incendies touchent chaque année plusieurs régions françaises, notamment dans le sud de la France, et cette année s'annonce particulièrement difficile dans la lutte contre les feux de forêt. Au 9 juillet 2025, date à laquelle nous enregistrons cet épisode, plus de 20 000 hectares de forêt ont déjà brûlé en France depuis janvier, notamment dans le sud, soit le double par rapport à la moyenne faite entre 2006 et 2024. Colonel, pour commencer, comment le ministère des Armées anticipe-t-il le risque incendie et participe-t-il aux missions d'intervention de lutte contre les feux de forêt ? Déjà, le ministère, il anticipe pour lui-même, finalement, le risque incendie, puisque il a de nombreuses emprises sur le sol national. Et certaines de ces emprises sont soumises justement au risque feu de forêt, principalement dans le sud de la France, effectivement. On peut citer la base aérienne de Cazaux, qui en 2022, vous vous souvenez, a été très, très durement touchée. Et en tout cas, le risque était très fort sur cette base. Et donc, l'ensemble des sites qui ont besoin d'être protégés ou défendus contre le risque incendie disposent de capacités de pompiers, en fait, de pompiers militaires, qui sont d'ailleurs dans toutes les armées rassemblés, disséminés. Les pompiers de l'air, les marins-pompiers, principalement à Marseille, vous les connaissez, les pompiers des forces terrestres également dans l'armée de terre, les marins-pompiers des ports également pour la marine nationale. Donc déjà, rien que pour protéger nos bases, pour protéger nos installations contre ce risque-là, il y a le besoin d'avoir des capacités. Ces capacités, d'ailleurs, elles servent également elles peuvent s'inscrire en tout cas dans un schéma de défense contre l'incendie à l'extérieur des bases, donc en terrain civil. En 2022, c'était tout à fait notable. Mais les pompiers et les pompiers de l'air ont participé à la défense de certains secteurs qui n'étaient pas directement des secteurs militaires, mais également des secteurs dans le secteur civil, en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours des Landes ou de Gironde, pour appuyer, pour aider aussi à combattre les flammes qui menaçaient des secteurs qui n'étaient pas que les secteurs militaires. J'ai un autre exemple en tête aussi, où en Bretagne, sur un feu assez virulent à une autre date, même des marins-pompiers du port de Brest sont allés jusque sur les monts d'Arrée pour appuyer les services de secours à combattre des incendies de végétation qui étaient dans le secteur civil. Donc vous voyez, il y a quand même déjà, par protocole ou par convention, notamment dans les camps militaires aussi, et des possibilités pour agir de manière un peu collective avec les services départementaux d'incendie et de secours. Maintenant, l'anticipation des armées sur le risque incendie, il est évidemment aussi pour appuyer les forces de secours au travers d'un dispositif qui revient régulièrement tous les ans, qui s'appelle Héphaïstos. Mais je suppose qu'on va en parler tout de suite. C'est ma prochaine question, en effet. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer ce qu'est l'opération Héphaïstos, quelles sont ses missions et comment est-ce qu'elle a évolué potentiellement ces dernières années ? Alors, c'est une longue histoire maintenant, puisque le protocole Héphaïstos, il date de 1984. Et d'ailleurs, ce qui est assez original, c'est qu'à l'époque, c'est une vraie innovation qui vient des armées, et qui, avec des unités militaires de la sécurité civile, qui sont d'ailleurs les unités actuelles militaires de la sécurité civile, mais l'idée de combiner des moyens d'incendie civil avec des moyens militaires naît de cette époque-là.
Il y a des grands noms de cette époque-là. Moi, je cite plus particulièrement le colonel Battesti, qui était chef de corps de l'unité de Brignoles, qui, à cette époque-là, parce qu'il était militaire et parce qu'il était très engagé dans la politique même de défense contre l'incendie de niveau national, hein, a proposé, au sens de l'innovation hein, de l'époque, de mixer des détachements pour en faire des détachements spécialisés qui permettaient justement de venir appuyer les détachements territoriaux. Voilà. Donc c'est assez ancien. Le schéma, évidemment, il a un petit peu évolué. D'abord parce que c'est le schéma civil qui a énormément évolué sous l'effet de la départementalisation, avec la création des services d'incendie départementaux d'incendie de secours, avec la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, qui a donné beaucoup plus de moyens au territoire pour faire face aux différents risques, et notamment dans le sud de la France et dans le sud-ouest de la France, le risque contre le risque incendie. Et donc, ce protocole, il a un petit peu évolué pour principalement maintenant créer, durant la période estivale, des détachements spécialisés qui sont donc cette combinaison entre des moyens des armées et des moyens des unités militaires de la sécurité civile. Donc, on en a dans plusieurs domaines. Le domaine principal, enfin, le domaine un peu emblématique plutôt que principal, c'est le détachement d'intervention héliporté national, donc qui résulte de la combinaison d'hélicoptères amenés par les armées et de détachements terrestres amenés par les unités militaires de la sécurité civile. L'ensemble formant ce détachement d'intervention héliporté national qui donc est à la main de la sécurité civile pour intervenir principalement dans des sites qui sont inaccessibles par les moyens terrestres et par les moyens routiers, donc principalement en montagne ou dans des sites un peu escarpés, où la force de type un peu commando en fait permet d'aller jusqu'au plus près de certains fronts virulents ou de certains points qui sont inaccessibles aux moyens traditionnels, notamment les camions citernes en feu de forêt. Voilà, l'autre capacité la plus emblématique également des Phaistos, ce sont les moyens du génie, qui sont donc générés par les armées, intégrés directement dans des détachements des unités militaires de la sécurité civile, et qui permettent ces unités ces bulldozers, hein, il y en a 4 d'ailleurs dans le protocole actuel, et ils sont d'ailleurs actuellement à l'œuvre sur le terrain. Mmh. Ce sont des engins qui sont combinés à des engins similaires de la sécurité civile qui permettent d'ouvrir des axes, d'ouvrir des fronts, enfin des trouées dans les fronts de flammes, et de permettre en fait aux sapeurs-pompiers d'arriver au plus près des sinistres, ou alors au contraire de créer d'immenses pare-feux, comme on a pu le voir en 2022 dans les Landes, qui permettent de circonscrire le feu ou d'empêcher le feu d'aller au-delà de certaines limites. Et pour cela, pour modeler la végétation, pour modeler le terrain, il faut des engins qui soient en capacité de le faire. Donc voilà un peu les deux types de capacités un peu emblématiques que les armées mettent à disposition. Mais il peut y en avoir d'autres. Le protocole prévoit que, en fonction des besoins, il puisse y avoir des études qui puissent amener les armées à proposer d'autres types de capacités. Et comment est-ce que cette opération, elle a évolué ces dernières années, notamment en lien avec l'augmentation des surfaces de forêts brûlées? Oui, effectivement. Alors, il a évolué de 2 façons, ce protocole. 2022 a été un tournant, en fait, hein, véritablement, dans cette manière, en fait, de réaliser ce protocole et de combiner un peu l'action. D'abord, le protocole, il a été étendu à toute la France. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que le risque d'incendie de végétation ou de feu de forêt, en fait, il montait. Il montait dans les latitudes et finalement, plus aucun territoire n'est véritablement étranger ou exempt d'un risque de ce type-là. On voit bien, hein, même dans des régions plus septentrionales, que le risque feu de forêt est avéré. Alors, ce sont des risques feu de forêt ou des risques de feux de végétation ou des feux de champs qui peuvent ensuite, par continuité de la végétation, en fait, entraîner des incendies beaucoup plus importants dans des départements qui ne sont pas forcément préparés de la même manière, en tout cas, que les départements qui en ont un peu plus l'habitude. Oui. Voilà. Donc le protocole Héphaïstos, après été 2022, il a été étendu à l'ensemble des territoires. Donc si les moyens sont plutôt d'emblée déployés en zone sud et en zone sud-ouest, ils peuvent être amenés à changer de zone et répondre à des crises dans d'autres départements et dans d'autres zones, d'autres zones que simplement le littoral sud. Ensuite, il a été
ce protocole augmenté dans les capacités. On est passé, par exemple, je reprends l'exemple des bulldozers et dans cette capacité du génie de l'armée de terre, qui peut être d'ailleurs fournie par l'armée de l'air, puisque l'armée de l'air possède aussi ce type d'engin. D'ailleurs, en 2022, ils ont été extrêmement sollicités, notamment d'ailleurs par la base de Cazaux ou par le 25e régiment du génie de l'air dans les Landes. Ces moyens ont été augmentés. On était jusqu'à avant 2022 à 2 groupes du génie. Et vous voyez, cette année, on a organisé le renforcement jusqu'à 4 groupes du génie qui sont disséminés entre Orange, Lézignan, Perpignan et Mont-de-Marsan. Donc c'est quand même assez significatif. On a la capacité aussi, parce qu'on a des sections en réserve, on appelle ça des sections d'intervention, j'allais dire, qui sont capables de faire un petit peu le travail de pionnier que n'importe quel type d'unité est capable de faire, donc plutôt agissant sur les arrières du feu. Le but de ces sections qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de matériel et d'un temps de formation assez réduit, sont plutôt destinés à libérer des effectifs spécialisés de sapeurs-pompiers pour partir sur les fronts virulents, tandis que sur les arrières des feux, notamment dans les lisières qui ont déjà été un peu éteintes, ces unités-là peuvent faire le travail d'extinction finale. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, le risque de reprise de feu à partir de ces lisières qui ne sont pas encore complètement éteintes est très important suivant les conditions météo. S'il y a beaucoup de vent, s'il y a beaucoup de chaleur, les reprises de feu peuvent être assez vives et menacer des zones que l'on pensait du coup un peu épargnées par le passage des flammes. Donc ce rôle-là, qui n'est pas le rôle le plus je dirais le plus emblématique au sens de ce que la représentation qu'on peut avoir de la lutte contre les feux avec des flammes gigantesques, ce genre de choses, en fait, est tout aussi important. Et donc cette action sur les arrières, les armées proposent des capacités qui sont en alerte, qui ne sont pas tout le temps déployées, mais qui sont en alerte pour être employées au cas où il y avait besoin sur des grands incendies, ou alors la multiplication d'incendies qui peuvent venir renforcer donc les moyens des unités militaires de la sécurité civile ou des moyens de sapeurs-pompiers. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer sur le terrain lors de ces opérations et comment est-ce que vous avez pu gérer ces difficultés par la suite? Alors les risques principaux, évidemment, ils touchent directement la sécurité des personnes, en fait. Ce qui est un véritable enjeu, notamment pour des unités des armées qui ne sont pas habituées, comme les unités militaires de la sécurité civile, ou habituées comme les sapeurs-pompiers, c'est la connaissance en fait du terrain et la connaissance des risques incendie. Les risques liés à la météorologie, les risques liés à l'évolution du feu. Donc les unités militaires qui sont intégrées dans les détachements de sécurité civile sont de toute façon passent par une formation systématique avant l'engagement opérationnel, sont déclarés opérationnels à partir du moment où cette formation est effectuée et où les différents tests et exercices sont réalisés. Et on a l'habitude de dire que dans ce type de combat, l'important, c'est non pas forcément la finalité, mais surtout les moyens que l'on y met. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une logique de moyens pour arriver à donner le maximum de ce qui est possible de faire, mais il n'est pas forcément nécessaire de sacrifier sa vie pour quelques hectares de végétation qui vont brûler. Voilà. Là où il y a des enjeux très importants, c'est évidemment lorsque le feu menace des habitations, lorsqu'il menace des vies. Et là, évidemment, on retrouve un peu les risques qui sont inhérents finalement au sauvetage d'une manière générale, mais aussi au risque de guerre, qui est de protéger des populations, qui est de protéger un certain nombre de protéger la vie humaine, bien sûr. Et là, la mise en danger de soi-même est une situation qui peut tout à fait arriver. Donc ce genre de risque, il faut savoir le calculer, il faut savoir l'estimer, il faut savoir s'y préparer. Et ensuite, il faut savoir, bien sûr, réagir lorsqu'on est confronté à ce type de situation. Après, les autres risques liés à cela, mais là, c'est plus de manière un peu macroscopique, c'est finalement la multiplication des incendies et la simultanéité de ces incendies. Et ça, c'est en termes de gestion de crise par les autorités préfectorales, les autorités civiles, locales, les élus, et puis bien sûr les autorités du secours. C'est cet engagement multiple avec donc des capacités qui sont sursollicitées. Vous connaissez les capacités avions notamment
et hélicoptères que chaque département, mais aussi que l'État engage dans les dispositifs, selon les situations, ils peuvent être quelquefois en rupture, soit parce qu'il faut, soit parce qu'il y a des problèmes de disponibilité, mais aussi parce il y a un enchaînement de missions telles que on ne peut pas faire face à tous les enjeux. Alors pour ça, il y a d'autres capacités, mais on va en reparler sans doute après. C'est les capacités européennes. Donc la France est en capacité de demander une aide européenne. Merci, en effet, on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce que l'opération Héphaïstos a-t-elle rejoint le programme Sentinelle cette année? Alors ça correspond à l'évolution de l'opération Sentinelle. C'est-à-dire que l'opération Sentinelle, dont on fête d'ailleurs les 10 ans cette année, hein, est une opération qui initialement, et pendant 10 ans, a été surtout tournée sur la lutte contre le terrorisme. Mais il nous est apparu intéressant 10 ans après, en refaisant un peu justement le point sur les conditions de cette mission, sur les conditions, sur les menaces auxquelles elle fait face, et finalement en prenant acte de tout ce que les armées font sur le territoire national en métropole depuis une dizaine d'années, où l'on observe quand même que la contribution des armées à la résolution des crises, à la gestion de crise est de plus en plus importante face aux crises sanitaires, avec le Covid, vous vous souvenez, hein, puisqu'on parle de risque climatique, il y a effectivement une tendance plutôt à la hausse des catastrophes naturelles. On s'est dit que l'opération Sentinelle, ne serait-ce que par son nom, finalement, servait aussi bien à répondre à des menaces qu'à des risques. Et donc, il y a une volonté d'élargir le spectre missionnel de cette opération à toutes les menaces, plutôt les menaces du haut du spectre, hein, et également tous les risques majeurs. Le risque incendie en fait partie, et c'est pour ça que, naturellement, l'opération Héphaïstos devient une des composantes de l'opération Sentinelle. Merci, colonel. J'aimerais désormais aborder la coordination entre les ministères de l'Intérieur et des armées. Comment coopèrent-ils et se coordonnent-ils pour la gestion des crises climatiques, environnementales ou encore sécuritaires, comme nous venons de l'évoquer? Alors, cette coopération, c'est déjà le fruit d'une action gouvernementale, c'est-à-dire que le livre blanc et les revues nationales stratégiques témoignent de cette volonté collective, en fait, de l'État, mais aussi associant les différents acteurs non étatiques, hein, les collectivités territoriales, les associations, le citoyen, bien sûr, eh bien, à agir dans un concept qui s'appelle donc le concept de défense et sécurité nationale, et qui vise à englober l'ensemble des risques et des menaces qui peuvent agir sur la continuité et sur la bonne continuité, en fait, de la nation et du pays. Voilà. Donc ça, dès l'établissement de ce concept, qui est une approche véritablement globale, en fait, des différentes menaces et des risques, naturellement, il y a un rapprochement entre des ministères qui non seulement disposent de capacités et qui en plus ont une mission, confiée d'ailleurs par la loi, de défense. La défense et de la sécurité. Les armées, c'est effectivement la défense du territoire, enfin c'est la défense jusqu'à la défense militaire, potentiellement, du territoire. Le ministère de l'Intérieur, c'est la sécurité intérieure, c'est la sécurité du quotidien, mais c'est jusqu'à aussi la défense civile, lorsqu'on rentre dans un contexte qui est plus tourné vers l'action militaire. Et donc, dès le temps de compétition, dès le temps de paix, hein, entre guillemets, il y a des synergies, il y a de la coordination pour justement traduire ce concept de sécurité nationale dans les faits par une coordination et un besoin de travailler ensemble sur les effets, sur les buts de production de sécurité, je dirais. Alors évidemment, avec des ministères qui sont plus menants et d'autres qui sont plus concurrents, mais il y a besoin de faire ça. Ensuite, cette coordination, elle se matérialise par une organisation. Dans les armées, c'est l'Organisation territoriale interarmée de défense, l'OTIAD, qui est une chaîne établie en miroir de l'organisation du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui est principalement le ministère partenaire pour la résolution des crises de manière assez naturelle lorsqu'il y a des sujets de sécurité. Donc cette organisation territoriale interarmée de défense, elle a des passerelles en fait
à tous les niveaux, le niveau central avec le niveau central du ministère de l'Intérieur, donc c'est principalement le CPCO, vous l'avez cité en introduction, le Centre de planification et de conduite d'opération qui dialogue avec le service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Intérieur. Ça se décline ensuite au niveau zonal, où les officiers généraux de zone de défense pour les militaires dialoguent avec les préfets de zone de défense et de sécurité, et où à l'échelon départemental, les délégués militaires départementaux dialoguent avec les préfets de département. Donc cela permet, avec des orientations reçues par les deux ministères, eh bien, de mettre en œuvre, de mettre en œuvre des décisions et puis de dialoguer sur les différentes solutions que chacun peut apporter à l'autre. D'accord. Un des exemples et de matérialisation de cette coordination, ce sont les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile dont on a parlé au début de cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu ce qu'elles sont et quelles sont leurs missions? Oui, alors ce sont des unités de l'armée de terre qui sont mises pour emploi à la disposition du ministère de l'Intérieur et principalement à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. C'est le cas depuis donc les années 60 pour les premières d'entre elles. Ce sont des unités militaires qui font un métier aux finalités différentes des unités des forces terrestres, mais finalement avec les mêmes approches intellectuelles sur la lutte, une certaine forme de combat au final, et puis des modalités qui sont finalement très similaires et qui sont liées justement à cette culture du combat, à cette culture de la lutte. Les unités militaires de la sécurité civile, elles ne combattent pas un ennemi comme les forces terrestres peuvent le faire, mais finalement, elles agissent aussi d'une manière un peu similaire, contre des éléments, contre une sorte de fatalité aussi générée par les risques, qui fait que eh bien, vous pouvez vous retrouver parfois totalement démunis face à une force surpuissante et celle de la nature, puisqu'on parle d'elle, mais aussi ça peut être des effets d'une catastrophe industrielle aussi, c'est le cas. Et où donc ce combat, il vise à épargner des vies, il vise à protéger des biens, il vise à défendre un patrimoine environnemental, et il est finalement, et c'est un peu le propre de ces unités militaires de la sécurité civile, toutes ces interventions-là sont conçues comme des opérations militaires. Alors, d'ailleurs, ce qui rapproche les mondes, le monde militaire des mondes de la sécurité civile, mais également des sapeurs-pompiers civils, c'est le vocabulaire, c'est la tactique qui est employée. Le vocabulaire tactique des pompiers est exactement le même que celui des forces des armées. Ils sont venus évidemment chercher ce vocabulaire-là, ces méthodes de raisonnement qui sont adaptées évidemment aux risques, à la gestion des risques et à la gestion des effets de ces risques quand elles se matérialisent par des catastrophes. Et c'est assez révélateur en fait justement de cette inspiration mutuelle qu'il peut y avoir et donc finalement de faire en sorte que ces mondes-là ne sont pas si éloignés les uns des autres. Donc les unités militaires de la sécurité civile, elles témoignent justement de ça, un peu de cette inspiration dont j'ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure en début, là, qui ont su transposer finalement une culture militaire dans une culture du secours. Merci, colonel. Pour finir cet entretien, nous allons aborder à travers quelques questions comment le ministère des Armées gère plus particulièrement les crises d'origine climatique. On a abordé le CPCO déjà lors de cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer son rôle et ses missions face aux crises, et notamment face aux crises climatiques? Alors le rôle du CPCO, c'est d'anticiper, c'est de planifier et ensuite c'est de conduire. Donc l'anticipation des crises, alors surtout l'anticipation des conflits, mais aussi l'anticipation finalement des effets qui peuvent être des conflits résultant de phénomènes qui ne sont pas forcément des phénomènes humains, ou du moins des phénomènes intentionnels. Le réchauffement climatique n'a pas une origine intentionnelle. Il se matérialise par une série de conséquences qui, elles, par contre, peuvent générer, qui peuvent être source de conflits. Enfin, je crois que les choses sont assez bien modélisées maintenant et on voit bien les risques que le changement climatique fait porter sur la géopolitique générale d'ailleurs, la géopolitique mondiale. Et donc ça, le rôle du CPCO, c'est justement d'analyser ces changements et de voir quels sont les effets que ça a sur l'action militaire.
Ensuite, le rôle du CPCO, il est de planifier un certain nombre d'opérations, dont, bien sûr, des opérations qui peuvent être liées à des dérèglements climatiques et donc à répondre à des catastrophes d'origine naturelle, d'origine environnementale. Et effectivement, c'est un peu le cas de plus en plus souvent. Alors, on a les exemples emblématiques en tête, hein, et notamment pas si loin de nous en 2017 avec l'ouragan Irma qui a balayé les Caraïbes. Et effectivement, c'est un peu le point de départ au CPCO d'une réflexion sur euh, comment est-ce que je peux m'organiser pour être capable d'encore mieux répondre à des besoins. Et ça, c'est surtout outre-mer. Des besoins qui permettent eh bien, d'apporter du secours, d'apporter un appui, un renfort à ceux qui sont principalement en charge de répondre à ces effets de catastrophe. On l'a vu avec le cyclone Chido, hein, très récemment à Mayotte. L'action des armées a été sur certains segments déterminante, et notamment sur l'acheminement stratégique en direction de Mayotte. Tous ces moyens, toutes ces capacités qui ont permis d'intervenir directement sur le terrain. Et très récemment, enfin en ce moment en tout cas, le CPCO travaille justement à une extension de certains plans qui ont été conçus plutôt pour les Caraïbes et qui finalement ont besoin de s'appliquer à d'autres points du globe. L'océan Indien en fait partie, mais également le Pacifique en fera partie, car ces îlots, ces départements, enfin ces territoires outre-mer sont soumis aussi à l'augmentation des effets du changement climatique, des crises, pas que sur eux-mêmes, mais aussi sur les territoires voisins. Très souvent, la Polynésie française, très souvent, la Nouvelle-Calédonie est amenée à générer des capacités pour aller sur Vanuatu, sur les îles Samoa, sur des territoires, des pays qui sont fortement soumis au dérèglement climatique et aux conséquences de ces crises. Donc oui, il y a une vraie sensibilité et en fait qui se traduit directement par un travail de planification et de prévision et d'organisation finalement des capacités pour pouvoir mieux répondre à ces enjeux. Et enfin, après, le CPCO, lui, il conduit les crises, il conduit les opérations lorsqu'il y a besoin de les conduire. Et on a cité quelques exemples déjà. Il n'y a pas forcément d'équipe dédiée à cela, mais en fait, ce sont des équipes qui sont en capacité de conduire tout type d'opération et en particulier celle-ci. D'accord. Vous avez contribué à une intervention de secours d'urgence au Chili en 2017 pour lutter contre les feux de forêt. C'est un autre exemple donc d'intervention des forces militaires. Comment s'est déroulée l'opération? Quels sont les moyens qui ont été mobilisés? Comment est-ce que la France finalement aide d'autres pays en réponse à des feux de forêt? Alors cette intervention, elle s'est faite dans le cadre des unités militaires de la sécurité civile, donc ce n'est pas les armées qui ont fait ça, c'est le ministère de l'Intérieur avec ses unités militaires de la sécurité civile qui sont en capacité de répondre effectivement à des demandes d'assistance de pays étrangers. Généralement, ça passe par le mécanisme européen de protection civile qui permet d'exprimer une solidarité avec des pays qui en ont besoin. Et l'intervention au Chili que j'ai connue effectivement en 2017 était dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on est parti avec un détachement feu de forêt depuis la France. Pas d'ailleurs qu'avec des Français, hein. Il y a d'autres détachements européens qui ont été également mobilisés. Il y avait un détachement espagnol notamment. Et ça, c'est une expression effectivement de la solidarité de notre pays avec d'autres pays qui sont soumis à des catastrophes. Alors, les feux de forêt au Chili, c'est sans commune mesure avec les feux de forêt en France, hein. On peut quand même se targuer d'avoir une politique de sécurité civile qui produit quand même quelques effets bénéfiques par rapport à ce que ça pourrait produire si jamais il n'y en avait pas. Au Chili, je vous donne juste un chiffre, quand on est arrivé en 2017, le feu parcourait 100 000 hectares par jour.
Tandis que là, vous avez cité le premier chiffre de 60 000 hectares, je crois, ou 20 20 000 000 hectares, 20 hectares 000 et c'est hectares 60 000 en depuis 2020. janvier. Bon, vous voyez que la Ouais. différence qu'il peut y avoir entre ce qui s'est passé au Chili à cette époque-là et ce qui peut se passer maintenant. Donc, il faut aussi relativiser un peu les choses, mais c'est aussi le résultat d'une politique générale, à la fois de prévention et puis ensuite de lutte contre ces catastrophes-là. Vous avez parlé d'un mécanisme de coopération au niveau européen. Comment est-ce que les ministères français coopèrent-ils avec leurs homologues européens ou internationaux sur la gestion des catastrophes naturelles? Alors, côté ministère de l'Intérieur, c'est une coopération intégrée donc à l'Union européenne. C'est un mécanisme, effectivement, comme vous l'avez souligné, qui fonctionne assez bien et qui d'ailleurs permet d'en faire bénéficier tous ceux qui y participent. C'est-à-dire que même la France, d'ailleurs l'année dernière, il y a des colonnes de secours feux de forêt étrangères qui sont venues en France pour appuyer l'action des secours français. Au niveau militaire, les militaires ne font pas partie, hormis les unités militaires de la sécurité civile, mais qui font partie du ministère de l'Intérieur. Les unités militaires ne font pas partie de ce mécanisme européen, mais pour autant, s'il y avait un besoin d'appuyer la résolution d'une grande crise au niveau européen, il y a des chances qu'il puisse y avoir des contributions offertes par les armées, dans un cadre qui n'est pas forcément celui-ci, mais dans un cadre de la solidarité européenne. Je pense notamment à la projection par avion de capacité. Ça pourrait être tout à fait une solution. Même si le mécanisme européen de protection civile est quand même suffisamment robuste pour répondre, depuis les quelques années qu'il existe, est suffisamment robuste pour répondre à pas mal de situations de crise. D'accord, merci. Et au niveau international, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de ce type? Il y a des mécanismes plutôt régionaux. Mmh. Je pense notamment dans les Caraïbes à des mécanismes qui sont multilatéraux. Par exemple, la France, le Pays-Bas sont, sont, sont particulièrement coordonnés pour répondre à des catastrophes qui sont dans l'arc antillais. Puisque notamment Saint-Martin, vous le savez, a la particularité d'être partagé en deux avec une partie néerlandaise et une partie française. Typiquement, régionalement parlant, il y a des accords de ce type pour permettre la coopération et permettre de répondre à des crises de ce type-là, effectivement. Les opérations Héphaïstos seront confrontées dans les années futures à diverses contraintes climatiques. Pour vous donner quelques chiffres, d'ici 2050, la moitié des zones boisées et forestières métropolitaines pourraient être exposées à un risque élevé d'incendie, comparativement à un tiers de ces zones en 2010. Comment est-ce que les armées anticipent-elles ces évolutions et s'adaptent-elles à ces futures contraintes? Alors, sur le volet Héphaïstos, qui est donc la contribution des armées Oui, au dispositif de sécurité civile de campagne estivale, oui. c'est quelque chose qui est ouvert. C'est-à-dire que ce protocole, en fait, il peut être revu quand on le souhaite avec le ministère de l'Intérieur. Il a été revu après 2022. Il est valable encore pour 3 ans. On va donc entamer un cycle après la campagne de 2025 de revue de ce protocole. On va en tirer un certain nombre d'enseignements à l'aune des 3 campagnes précédentes et on est tout à fait capable, en fonction de ce que le ministère de l'Intérieur apprécie ou de ce que les armées sont capables de, de- de- de dégager comme ressources, d'imaginer d'autres capacités qui intègrent ce protocole Héphaïstos. Là où les armées doivent anticiper ces évolutions dont vous parlez, et comment elles s'adaptent à ces contraintes, effectivement, climatiques, c'est finalement pour elles-mêmes. C'est-à-dire que les camps militaires qui sont soumis à la sécheresse ou qui sont soumis à l'augmentation du risque incendie, il y a, pour reprendre cet exemple-là, où les bases qui sont à proximité de sites forestiers ou de sites de végétation, tout cela doit orienter les armées à se poser la question de la prévention du risque incendie plus particulièrement et pour cela, doivent, à la fois adapter leurs dispositifs, financer sans doute des évolutions aussi qui leur permettent de résister, à ce risque et en tout cas de le prévenir au plus possible, pour éviter justement
d'être impactés par cela. Donc là, il y a quand même un gros travail à la fois d'analyse des risques, de, de, de prévention des risques et d'aménagement finalement peut-être même qui touche l'infrastructure. Donc là, c'est une réflexion qui est menée dans tout le ministère et pas que pour les armées d'ailleurs. Ma dernière question, elle portera sur, l'opération menée par les forces armées après la tempête Alex en 2020 à laquelle vous avez participé. On a beaucoup parlé des feux de forêt, mais il y a diverses crises, et événements climatiques qui touchent la France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus, de cette, opération, et de comment est-ce que, le ministère répond et développe des capacités pour répondre à différents types de crises d'origine climatique? Alors oui, en octobre 2020, d'ailleurs moi j'étais au CPCO puisque je m'occupais à cette époque-là de la conduite des opérations sur le territoire national. On a apporté un certain nombre de capacités pour appuyer le département, enfin les forces du département des Alpes-Maritimes pour gérer les conséquences de cette catastrophe qui a complètement isolé une vallée, enfin plusieurs vallées même, qui les a complètement coupées du reste du monde. On a vécu un moment assez fort, effectivement assez intense, où on a bien vu justement tous ces mécanismes de coordination dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se mettaient en place au niveau départemental, au niveau zonal et ensuite au niveau national avec le CPCO qui dialoguait directement avec le ministère de l'Intérieur et notamment avec le COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises du ministère de l'Intérieur. Très concrètement, les armées dans ce genre de situation sont à la fois à l'écoute et proactives, c'est-à-dire qu'elles sont à l'écoute des besoins qui sont fixés par les autorités préfectorales, en liaison avec bien sûr les commandants des opérations de secours, et elles sont à l'écoute des besoins, c'est-à-dire il y a des priorités que les préfets déterminent. Si la priorité c'est d'apporter de l'aide dans des populations qui sont coupées du monde, on essaye d'imaginer quelle peut être la contribution des armées à ça. Si la priorité, c'est l'évacuation plutôt de ces personnes-là, on va essayer d'imaginer les contributions que les armées peuvent apporter à cette priorité donnée par l'autorité préfectorale. Mais on est aussi, d'une manière générale, plus proactif, c'est-à-dire qu'on analyse nous-mêmes, finalement, ce qui se passe. On est en capacité d'imaginer différents scénarios qui, selon après ce qui peut être demandé, sont assortis de capacités pour répondre justement à ces différents scénarios. Sur la tempête Alex, les armées ont principalement apporté des capacités d'aérotransport pour justement aller vers ces populations qui étaient isolées pour les évacuer et pour les mettre en sécurité. Et dans le même temps, avec ces capacités d'aérotransport, puisque les routes étaient complètement coupées, c'était d'apporter de l'aide d'urgence de base, avec bien sûr aussi des capacités humaines, hein, des acteurs du secours, que ce soit les sapeurs-pompiers, des associations ou d'autres types de capacités, notamment les opérateurs d'électricité, les opérateurs des routes, pour apprécier tous les dégâts et puis estimer les réponses qui devaient être apportées aux besoins urgents. Donc ça, cette première capacité aérotransport, elle était assez dimensionnante parce qu'on a quand même pu organiser jusqu'à 7 ou 8 moyens aériens en plus des moyens civils qui étaient sur place. Donc avec des hélicoptères de manœuvre qui offraient des capacités de transport assez importantes. Donc c'était effectivement très utile de pouvoir le faire. Ensuite, il y a eu une composante terrestre qui consistait à la fois à soutenir, à offrir des moyens pour reconnaître les itinéraires. D'ailleurs, ce sont les militaires c'est cette composante terrestre qui a trouvé l'itinéraire, le premier itinéraire pour aller dans la vallée de la Roya, qui a permis de trouver le premier sillon pour apporter une aide par la route dans la montagne. C'est un peu le salaire de la peur d'ailleurs par certains moments parce que c'était vraiment des routes de montagne où ce convoi logistique là d'un régiment de génie de l'armée de terre qui a trouvé ça a réussi du coup à ouvrir cette première voie terrestre bien tout de suite après la fin de la fin de la tempête. Ce sont des capacités du génie, d'ouverture d'itinéraire qui ont été également mises en œuvre pour aider à ouvrir, à déblayer des tronçons de route et permettre de s'approcher petit à petit des localités, des communes qui étaient isolées dans certaines vallées, aussi bien la vallée de la Vésubie que la vallée de la Roya.
Et puis ensuite, il y a eu une action maritime assez peu connue finalement, mais en fait, la Vésubie a charrié énormément de déchets, de détritus, pas de détritus, pardon, mais de, de- de déchets, de végétation, d'arbres, etc., a charrié énormément de choses qui se sont déversées dans la mer. Et ce sont été autant d'obstacles à la navigation qu'il a fallu que la Marine nationale prenne en compte, enlève, et ça représentait des centaines de tonnes, notamment d'arbres, qui se retrouvaient dans l'espace maritime et qui pouvaient être dangereux pour la navigation maritime. Donc vous voyez, c'est toutes ces composantes-là, composantes aériennes, aéroterrestres, terrestres et maritimes. Ça a été une réponse assez globale des armées dans la phase d'urgence en tout cas, pour appuyer les opérations. Merci beaucoup, colonel, pour cet échange. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast sur le front climatique. Les chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS continuent à travailler sur ces questions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire, défenseclimat.fr, et à suivre les travaux de l'IRIS et de la DGRIS. À très vite. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.